Alors on a parlé intelligence artificielle, ce qui veut dire algorithme. Si demain nos logiciels et nos algorithmes sont finalement le mécanisme de notre société tout entière, alors il faut elle reflète eh bien, la diversité de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on a voulu consacrer une discussion toute particulière sur la mixité et la diversité. Et c'est un grand bonheur de vous accueillir, chères mesdames. À mes côtés, Anne Bouliac. Bonjour. Vous êtes de Capgemini Invent, pardon. Vous êtes en charge de la data et de l'analytique, c'est ça, chez Capgemini Invent? Exactement, sur la partie données clients. Enchantée, bienvenue. À vos côtés également Pascal Monrocher, bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal, vous êtes présidente de Dassault Data Service. Bienvenue à vous. Et puis Claude Thérosier, bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Magic Makers. Alors, on connaît évidemment Dassault Data Service, mais on peut en parler évidemment avec vous. Ça résonne un peu. On connaît un peu moins Magic Makers, si on peut redire, Claude, ce que c'est. Bien sûr, Magic Makers, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux enfants du CE1 jusqu'à la terminale à maîtriser l'informatique, mais de manière ludique. On leur donne en fait littéralement le pouvoir sur la technologie. On fait des ateliers où ils vont créer eux-mêmes leurs propres jeux vidéo. Ils vont s'approprier la logique du code. Et demain, on pense qu'ils auront beaucoup moins de mal à trouver du boulot, d'ailleurs. Alors, vous avez un point commun, chères mesdames, il me semble, hein, sauf si je me trompe, mais il me semble. Vous êtes toutes les trois, vous êtes passées par Télécom Paris, je crois. Effectivement. Toutes les trois. Ce qui veut dire que vous destiniez à des métiers techniques. Pascal, par exemple, c'est vous qui m'en aviez parlé. Pourquoi à l'époque vous aviez choisi Télécom Paris et pas, je sais pas moi, une école de la mode ou une toute autre école qui n'aurait rien à voir avec un métier technique? Alors, quand j'étais en terminale C à l'époque, j'hésitais beaucoup à faire médecine. Et mon prof de maths m'a convaincu vraiment de faire maths sup en me disant si tu n'y vas pas, etc. Donc, et quand j'ai regardé le panel d'écoles d'ingénieurs possibles, Télécom Paris offrait une spécialisation en imagerie médicale. Et donc, en plus, le concours et tout ça a fait que j'ai pu avoir Télécom Paris. Et j'étais ravie d'intégrer Télécom Paris dans la perspective de faire cette spécialisation que j'ai faite. Et avec, je crois, il n'y avait pas de l'électronique ou traitement du signal? J'ai fait, alors, associé forcément à cette spécialisation imagerie médicale, ça draine tout ce qui est traitement de signal et traitement d'image. Merci pour ce petit comeback en arrière sur les études. Et vous, Anne, pourquoi vous aviez choisi Télécom Paris? Je vais dire, j'ai à peu près la même histoire. Moi, c'est ma prof de maths qui m'a dit que si j'allais pas en maths sup, c'est que je reculais devant la difficulté. Donc, je me suis dit voilà, que c'était important pour une femme aussi de montrer qu'on était capable d'aller en avant. Et je pense que ça va être ça aussi notre responsabilité de femmes seniors, c'est de dire aux filles qu'elles sont capables de tout faire. Effectivement. Chez vous, Claude? Moi, j'avoue, c'est un peu par hasard. En fait, j'étais juste tout simplement très bonne élève et très bonne en maths et en physique. En fait, j'aimais ça, les maths et la physique. Et donc, il m'a semblé que faire une prépa, c'était ce que je pouvais faire de mieux avec mes compétences à ce moment-là. Et pour être très honnête, moi, Télécom, ça a été par hasard. Ça a été juste la meilleure école que j'ai eue. Comme il faut se le dire quand même, en tout cas à mon époque, pour beaucoup d'élèves qui passaient les concours après la prépa, on choisissait. Enfin, il y en avait peu qui se permettaient de choisir une école qui était moins bien classée que celle qu'ils obtenaient parce que le sujet leur plaisait beaucoup. Donc, du coup, j'ai beaucoup d'admiration. Mais c'était aussi la meilleure, moi. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ouais, et là, concrètement, par contre, moi, je remercie tous les jours le ciel parce que avoir fait Télécom Paris à la fin des années 90, donc avoir travaillé sur les réseaux mobiles, sur Internet, j'ai appris l'informatique à l'époque, ça a changé ma vie. Et pour le coup, c'est le hasard. Mais du coup, mon conseil aujourd'hui, ce serait pour les jeunes de ne pas le faire par hasard, c'est d'y aller exprès parce que ce sont les métiers parmi les plus intéressants qu'on peut trouver et ceux qui donnent le plus de pouvoir aujourd'hui. Hein. Oui, mais on en reparlera, ouais. Je pense. Et évidemment, je ne vous rappelle pas, vous le savez sans doute, que le Wi-Fi a notamment été créé par une femme qui avait créé un des premiers réseaux Wi-Fi. Bref, on n'est pas là pour faire du féminisme pour du féminisme, on est là pour parler de mixité et de diversité. Alors, Pascal, chez vous, chez Data... Alors, moi, je vais plutôt donner des chiffres d'Assaut Systèmes, puisque juste pour repréciser, Dassault Data Service, c'est une filiale 100% d'Assaut Systèmes qui fait toutes les activités de service associées à la vente des logiciels d'Assaut Systèmes. Chez Dassault Systèmes, aujourd'hui, les femmes représentent un peu plus de 38% du comité exécutif.
un peu plus de 21% des managers worldwide, hein, donc c'est 22 000 collaborateurs dans le monde, on est présent dans plus de 50 pays. C'est un peu plus de 22% donc, des développeurs qui sont des développeuses. Et sur la partie service dont je m'occupe particulièrement, on est un peu plus de 18%. Si on regarde sur les 3 dernières années, tous ces indicateurs sont à la hausse. Donc on est loin effectivement de la parité, mais ils sont tous à la hausse. Et si on regarde les embauches 2021, tous secteurs confondus, donc pas uniquement ceux que j'ai cités, on est à un peu plus de 35% de femmes aujourd'hui chez Dassault Systèmes en embauche en 2021. Et sur justement les profils très techniques, là aussi, il y a des femmes, plus de femmes. Donc comme je disais, sur la partie développeur, hein, puisque Dassault voilà. Systèmes, c'est vraiment un éditeur logiciel, donc le cœur de métier, c'est effectivement le développement. On est aujourd'hui à 22,4% de femmes dans les effectifs, et on était à un peu moins de 21 en 2019. Donc on progresse doucement, mais on progresse. Alors, il n'y a pas de raison que je ne vous pose pas la même question. Quid voilà, du profil type, de cette diversité, mixité dans chacune de vos entreprises, mesdames? Moi, je peux parler. Alors, les chiffres vont être beaucoup moins impressionnants parce il y a que nous, peut-être moins de personnes on est chez 80 Magic, dans l'entreprise. Déjà, c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais du coup, pour le coup, nous, on a des très bons ratios. On est à peu près à la parité. Mais encore une fois, nous, on va être une start-up, certes, dans le numérique, mais quand même dans l'éducation. Donc ça joue. Et puis moi, ayant été à la tête, je suis sortie en fait de la direction opérationnelle de l'entreprise l'été dernier. Mais en étant à la tête, je pense que naturellement, ça a aussi incarné et permis à plus de filles de prendre ce rôle-là. Après, moi, là où je suis pas contente aujourd'hui, où c'est difficile, c'est pas tellement donc au sein de nos collaborateurs et collaboratrices, c'est plutôt les enfants qui s'inscrivent à nos ateliers. On en a 2500 qui sont inscrits chaque année, qui viennent toutes les semaines durant l'année scolaire, 1h30 par semaine. Donc c'est quand même déjà pas mal de volume. Mais la dernière fois qu'on avait compté, on était tout juste à 30% de filles. Il y a un vrai sujet de stéréotype. Les parents vont inscrire leurs garçons quand les enfants sont petits. Et quand on est à l'adolescence, là déjà, c'est vachement dur de récupérer les filles. Et quand vous avez une fille qui est seule dans un groupe avec 9 garçons, parce que nos groupes, c'est des ateliers en groupe où ils échangent ensemble, etc., il y a une dynamique qui fait que toutes les filles ne restent pas. Parce que ce n'est pas évident d'être seule face à 9 garçons avec des centres d'intérêts différents et pas la même manière de s'imposer. Donc là, il y a pour moi un vrai sujet, malgré tout ce que j'ai pu faire comme intervention sur le sujet, sur l'incarnation de rôle modèle, promotion, d'essayer de mettre des images de filles sur nos publicités, etc. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça n'avance pas assez vite. Non, moi, c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps, ce sujet des filles et du numérique et plus de geeks finalement. Pourquoi ça dure? Pourquoi ça perdure? Alors, je n'ai pas la boule de cristal. Moi, je pense que le sujet, il est global, en fait, dans la société. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on parle énormément du fait qu'on a besoin de la parité, qu'on a besoin des femmes, mais il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on pense inconsciemment. Il y a des biais inconscients qui sont là, et tant qu'on ne les fait pas sauter, moi je crois beaucoup aux quotas. Enfin, pour donner un exemple sur ces histoires de biais inconscients, c'est peut-être que vous connaissez cet épisode, je crois que c'est au Grand Orchestre, ça doit être la Philharmonie de New York, enfin un orchestre qui voulait recruter plus de femmes. Et ils n'y arrivaient pas. Mais vraiment, le comité, ils étaient tous convaincus qu'ils voulaient plus de femmes. Ils sont mis à faire les auditions à l'aveugle. Ils ont recruté plus de femmes que d'hommes. Ce qui veut dire que même des gens qui étaient convaincus que c'était important et qui voulaient recruter des femmes, quand ils voyaient les gens, ils donnaient des meilleures notes aux candidats masculins qu'aux candidats féminins. Alors que quand ils les entendaient, ce n'était pas le cas. Ah oui, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet, c'est que les biais inconscients, ils sont là. Alors, c'est bien qu'on en parle et on fait des choses, mais c'est au niveau des consciences qu'il faut faire bouger. Mais alors, est-ce que ça ne va pas se reproduire ? Parce que c'est ça l'enjeu, le sujet, j'aimerais qu'on le centre un peu là-dessus, sur les algorithmes en devenir, tout ce qu'on va algorithmiser demain. On a évoqué des biais récemment, notamment dans la presse. Vous y croyez d'ailleurs à ces biais? C'est quelque chose, à votre avis, de réel, ou est-ce que c'est un peu un fantasme? On le voit, il y a des biais humains, donc il n'y a pas de raison que l'intelligence artificielle, qui est un accélérateur de cette intelligence humaine, soit moins biaisée que l'homme et la femme dans tous les jours. Donc de toute façon, bien évidemment, c'est un enjeu. Mais donc je pense qu'en effet, il faut
casser les stéréotypes, il faut que les femmes se sentent accueillies dans ces jobs technologiques. Et je pense que souvent, c'est aussi parce que je pense que moi, j'ai que des garçons. Et je le vois, c'est des gros geeks, ils adorent, ils passent des heures sur leur ordinateur, alors que je vois mes nièces, etc., elles ont plus envie d'avoir un sens par rapport à pourquoi elles le font. Donc je pense que la communication aussi, pour attirer des femmes dans ces métiers-là, doit être différente. Voilà, mes fils, ça va être « Ah ouais, mais tu vas faire telle nouvelle technologie, etc. » Une femme, elle va peut-être moins s'intéresser finalement à la technologie que le pourquoi on va utiliser ça. Donc je pense que c'est aussi la façon dont on recrute, la façon dont on parle de ces métiers-là qu'il faut aussi changer et élargir un petit peu pour éviter de recréer finalement des stéréotypes où les femmes ne se reconnaissent pas. Vous voulez rebondir? Oui, il y a deux choses. Je pense que la notion de rôle modèle, elle est extrêmement importante. Et si on regarde aujourd'hui autour de nous, dans la littérature, dans la littérature mainstream, le cinéma, les séries, le rôle modèle de la femme qui est une championne du numérique, c'est Lisbeth Salander. Moi, j'adore. C'est Millennium. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Son nom. Lisbeth Salander. Tout le monde connaît. Elle a un piercing, un tatouage avec un dragon. Et elle est vraiment badass. C'est une série d'un auteur suédois qui a vendu des millions de livres et il y a eu un film et une série. C'est aujourd'hui le rôle modèle de, entre guillemets, la geek. Encore une fois, moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que, cela étant, c'est un vrai problème aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le premier point. La représentation, oui. On va dire le cliché. C'est ça. C'est ça. Voilà, un peu étrange. Et pour reprendre aussi ce qui a été dit, si on regarde aujourd'hui, et ce n'est pas le cas qu'en France, que moi, quand j'étais au CIGREF, j'avais fait une étude plus large, on dit les filles, finalement, elles ne vont pas dans le numérique parce qu'elles ne font pas de maths, etc. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, alors maintenant, il y a le nouveau bac en France, mais si on était encore dans les filières S, les filles représentaient à peu près 50% des classes de terminale S. Après, elles vont faire agro, médecine, donc elles vont partout où il y a un impact sociétal, donc l'éducation, etc. Donc le vrai sujet, c'est vraiment de les amener dans les métiers du numérique. Et finalement, je me pose une question. Aujourd'hui, on est dans des sociétés, on vend des produits, on imagine des services. Comment on réagirait si ces services et ces produits ne touchaient pas 40% du potentiel des usagers ou des clients qu'on veut avoir? On serait en crise totale. Mais c'est la situation aujourd'hui. Les femmes dans le numérique ne viennent pas. Elles représentent grosso modo entre 10 et 20%. Donc, on a un déficit de 40%. C'est énorme. Effectivement, il y a tous les biais qui vont avec ensuite, c'est évident. Claude, je voulais juste souligner qu'en fait, les biais, ils sont quand même à l'œuvre partout. C'est pas la première fois que ça m'arrive d'être invitée pour parler de diversité, de mixité dans la tech, et de me retrouver avec une table ronde avec des femmes et toutes les autres tables rondes. Alors, je les ai pas vues, j'ai vu les deux précédentes, il n'y avait que des hommes. Et je pense que ça commence aussi par inviter les femmes à parler de ces sujets-là et à ne pas penser qu'il n'y a que les hommes qui peuvent en parler et s'autoriser. Il faut savoir qu'une femme, pour être au même niveau de poste qu'un homme, en général, elle est plus compétente à cause de ses biais, justement. Et donc, quand vous invitez une femme, vous n'allez pas avoir quelqu'un de moins compétent. Vous allez potentiellement avoir quelqu'un juste de plus compétent parce que rien que pour être à sa place, elle a dû se battre beaucoup. Ça, c'est tout ce que je dis, c'est prouvé par des études. Je ne suis pas en train de donner des points de vue de café de commerce. Ça a été vraiment montré par des études statistiques. Donc, il y a vraiment une intention à mettre autour de ça. Moi, je crois beaucoup au quota, honnêtement. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à partir du moment où on impose qu'il y ait des femmes, que ça devient normal qu'il y en ait et que du coup, ça suit derrière. Là, si on attend que les femmes y arrivent toutes seules, ça va pas se faire naturellement, en fait. Non, ça ne va pas se faire naturellement. Mais est-ce que les femmes n'ont pas aussi, parce qu'on en connaît toutes, j'en connais beaucoup, qui n'ont pas envie d'être devant, qui sont là pour bosser? Je prends l'exemple des chercheuses à Saclay. Là, j'y étais il y a 15 jours pour le grand printemps de l'université de Saclay. Il y a énormément de femmes à Saclay. Beaucoup de femmes. Ça ne les intéresse pas du tout d'être devant, d'être en photo, d'être dans les médias, de faire la couverture de je ne sais quel magazine, etc., ni d'être sur les réseaux sociaux. Elles ne le souhaitent pas. Ce qu'elles souhaitent, c'est travailler, développer éventuellement leur projet de start-up parce qu'elles sont elles sont dans un labo qui le permet. Et c'est tout. Est-ce que là aussi, on ne manque pas un petit peu de... est-ce que ce n'est pas une forme de normalité aussi? On ne peut pas obliger ces femmes à dire « si, tu vas y aller et il faut que tu sois en photo ». Mais c'est parce qu'on crée des modèles de réussite sur le passé. Parce qu'on considère qu'en effet, pour être très successful, il faut toujours être sur scène, il faut être capable de parler de façon très brillante, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et moi, je sais, pendant longtemps, ça a été un frein pour moi parce que je me disais « Non, mais je ne suis jamais comme cet homme-là ». Mais peut-être je suis
10% de celui-là, 20%. Et c'est ça. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut arriver à dire que finalement, il n'y a pas un modèle, il y a plein de modèles. Et il faut libérer les gens et qu'ils se sentent bien par rapport à ça. Et je pense que pour les femmes, c'est leur expliquer ça. Que leur modèle, c'est finalement, il n'est pas moins successful que celui d'un homme. Et je pense que c'est souvent le problème. Voilà, on crée ça, on pousse une seule façon de réussir. Avant qu'on y arrive par l'initiative We Are the Future in Tech, dont je vais parler dans quelques secondes, est-ce qu'on aura gagné le jour où, ma question est peut-être absurde, mais je vais quand même la poser, où Jeff Bezos sera une femme à la tête d'un futur Amazon? J'ai envie de répondre oui et non. J'ai envie de répondre oui, bien sûr, parce qu'on se porte toujours mieux quand c'est pas juste un homme, enfin qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans tous les postes, quelque part, ou qu'en tout cas que ce n'est pas être femme qui empêche d'être là. Après, j'ai envie de dire non, parce que j'ai envie de rebondir sur ce que dit Anne. En fait, tout le sujet, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'être un leader, il n'y a pas une seule façon de réussir, et que tant que la façon de réussir, c'est une façon très masculine d'incarner la domination et le pouvoir, alors les femmes que vous aurez là seront des femmes qui en fait incarneront des modèles masculins et perpétueront les stéréotypes et les biais, qui est un peu ce qu'on a en partie aujourd'hui. Et donc, en réalité, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de Jeff Bezos. En fait, j'aimerais bien qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas un Elon Musk et un Jeff Bezos qui font une conquête de qui a la plus grosse en envoyant dans l'espace. C'est ça qu'on est en train de voir. C'est les deux plus gros, parmi les deux plus grosses fortunes du monde, le spectacle qu'elles nous donnent, c'est qu'elles ont besoin de montrer qu'elles ont la plus grosse dans l'espace pour exister. Moi, je pense qu'il y a d'autres façons d'être un leader et de réussir dans la vie, en fait. Moi, je voudrais citer Françoise Giroud, qui disait « Les femmes seront l'égale de l'homme le jour où une femme notoirement incompétente pourra rester à son poste. » Ouais, j'adore. C'est Françoise Giroud. Et vous, le mot de la fin, avant que je parle rapidement du réseau? Non, mais je pense, ce réseau, je pense qu'il est là pour ça. Il Alors, est là pour réseau montrer tout de suite, justement comme ça, on gagne du temps. La diversité, la façon d'être des leaders dans le numérique. Voilà, je pense qu'on est toutes différentes et en même temps, on a toute cette envie d'attirer des femmes. Je pense que c'est une question aussi de sororité. Je pense que moi, je l'ai réalisé aussi en vieillissant, que c'était ma responsabilité d'être en haut de la cordée et puis de tirer et puis de dire. Et ça ne veut pas dire de privilégier les femmes, mais c'est de leur donner du courage, de leur dire qu'elles vont y arriver. Et ce réseau, moi, je l'ai rejoint pour ça, parce que je pense que c'est notre responsabilité de tirer cette corde. Réseau, donc We Are the Future in Tech. Je fais un peu d'informations pour celles et ceux qui découvrent. Créé en avril dernier à l'UNESCO, c'est un réseau de 100 femmes internationales, dont 30 françaises. Et vous en faites partie, avec une étude qui est livrée chaque année. Pourquoi il faut intégrer ce type de réseau, We Are the Future in Tech? Pourquoi vous en faites partie d'ailleurs, Anne? Pour être ces modèles, voilà, pour que cette diversité de la tech, ça soit pas que quelques femmes, qu'on soit visible, voilà, parce que je pense qu'en effet il y a besoin d'être visible et pour qu'il y ait des mots qui soient mis sur ce besoin d'avoir des femmes dans la tech, absolument. Oui, je suis absolument d'accord. Donc, ma motivation est aussi celle-là. Il y a la notion, comme on l'a dit, de rôle modèle. Il y a nécessité absolument, et ça rejoint ce que tu disais, d'avoir des actions au niveau des classes d'âge plutôt des enfants petits. Donc, avoir des actions au niveau des écoles primaires et des collèges pour que les filles puissent se projeter et s'identifier dans ces métiers-là. Donc, c'est quelque chose d'assez longue haleine. Ça passe par une vraie communication, ça passe par des actions de terrain. Donc, ça a été ma motivation première pour rejoindre We Are the Future in Tech. Et pour vous, le mot de la fin, ce sera le mot Je crois qu'on est des femmes, donc on cherche à avoir un impact. Et donc c'est ça en fait. C'est quand on me propose de prendre la parole pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech, je le fais parce que j'estime que presque c'est ma part de devoir à faire tout simplement. Un grand merci à toutes les trois.